Bonjour à tous, je crois que ça y est, on est live. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je vois qu'on est déjà assez nombreux. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire qui est consacré aux outils d'IA générative et aux moteurs de recherche un peu plus traditionnels, comme Google par exemple. Je suis en compagnie de deux intervenants de qualité. Bonjour Ghislain, bonjour Célia, bienvenue à vous. Bonjour Euh, Gabriel. je vais Bonjour. je vais vous les présenter dans un petit instant. En attendant je vais laisser quelques minutes aux gens pour se connecter. Donc, je vous propose de faire une petite présentation du bureau pendant ce temps-là. C'est la minute sponsor qui ne va pas durer longtemps, rassurez-vous. Du coup, Uberall est une entreprise berlinoise qui a été fondée en 2013. C'est une plateforme de marketing digital pour les entreprises à établissements multiples. L'objectif d'Uberall, ça va être d'accroître la visibilité en ligne des entreprises pour générer plus de chiffre d'affaires en boutique. On travaille avec tout un tas d'industries, l'automobile, le retail par exemple, encore la banque. Vous voyez quelques-uns de nos clients s'afficher à l'écran en bas, les logos. On optimise aujourd'hui la présence en ligne de plus de 1,3 million d'établissements à travers le monde. Et vous voyez s'afficher aussi à l'écran notre gamme d'outils de marketing. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas tout à fait le temps. Mais si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, il me semble qu'il y a des boutons qui vont s'afficher, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas, pour être contacté notamment par un de nos conseillers et en savoir plus sur la plateforme d'Uberall. Il y a aussi un bouton pour télécharger un de nos guides, qui est en fait un guide avec des prompts prêts à l'emploi pour ChatGPT, donc n'hésitez pas à le télécharger non plus. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on commence à être suffisamment nombreux. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où est-ce que vous vous connectez. On sera ravis de le savoir. Le thème d'aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est les moteurs de recherche d'IA générative comme ChatGPT ou Perplexity qui viennent grappiller petit à petit des parts de marché aux moteurs de recherche plus traditionnels comme Bing ou Google. Donc pour en parler, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on a deux intervenants experts. Donc Célia Lévy, que je ne vous présente plus si vous avez l'habitude de participer au webinaire Uberall parce que c'est une grande habituée. Elle est responsable de la relation client chez Uberall. Et on a aussi Ghislain Lavocat, qui travaille pour Colruyt France, qui est un des clients d'Uberall. Donc peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser quelques minutes à Ghislain pour se présenter. Ghislain, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît? Oui, alors merci Gabriel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Ghislain. Moi j'adore les nouvelles technologies et forcément le marketing digital. Donc actuellement je travaille pour Colruyt France, qui est une enseigne de grande distribution avec une présence plutôt régionale, principalement dans le quart nord-est de la France. Et on a plus d'une centaine de magasins maintenant sur le territoire. Donc chez eux, j'ai la chance de diriger des projets assez variés. Ça va de l'optimisation SEO à la refonte de stratégies emailing ou encore l'analyse de performance de nos différentes campagnes publicitaires. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'être avec vous, d'avoir été invité pour partager donc des réflexions autour de l'IA générative. Alors, super, merci Ghislain pour cette présentation. Je suis ravie vraiment de t'avoir avec nous. Je pense qu'on a tous hâte de t'entendre et notamment tes précieux conseils sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Je sais que tu es un fervent utilisateur de ChatGPT. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce webinaire va se dérouler en 4 parties. D'abord, on va parler des principaux usages des outils d'IA générative. Ensuite, on va voir qu'il y a des différences d'utilisation d'une génération à l'autre. Et on va aussi se concentrer sur les usages, les utilisations qu'en font les Français plus particulièrement. La troisième partie va être consacrée aux limites de l'IA générative. Et on finira par quelques conseils pratiques pour optimiser vos référencements sur ces outils d'IA générative. On essaiera de répondre à quelques questions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat et à poser les questions directement là-dedans et on tâchera d'y répondre. Pour cette première partie, je vais d'abord laisser la parole à Célia. Célia, c'est à toi. Merci Gabriel. Bonjour à tous et à tous les chanceux qui vivent en bord de mer, là, on voit dans le chat. Cette première partie, elle est dédiée aux usages des outils d'IA. Là, je vais commencer par les usages professionnels des moteurs de recherche utilisant l'intelligence artificielle comme ChatGPT, Perplexity ou AI Overview. Et il y a plusieurs usages communs, en effet. Donc le premier, bon, il s'affiche tous là, donc pas de spoil. Le premier, ça va être la recherche d'informations.
comme un moteur de recherche traditionnel, avec une valeur ajoutée en plus, qui est de pouvoir synthétiser cette information. Donc, en effet, ces nouveaux outils proposent des réponses rapides, précises et contextualisées à des questions spécifiques. Et ça permet de consolider des données provenant de sources multiples au lieu de faire plusieurs recherches et de synthétiser soi-même. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième, ça va être la création de contenu, puisqu'en effet, ces nouveaux outils permettent de générer des textes pour la rédaction d'articles, de blogs, de publications sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est le cas chez Uberal avec notre fonctionnalité AI Social Writer. Donc ça vous permet en fait d'écrire un petit brief. Écris-moi une publication sur, je sais pas, les promos de pneus. J'ai que ça en tête. Et ensuite, on va générer un texte pour vous. Donc, pour en savoir plus, normalement, vous pouvez cliquer sur un call to action qui doit s'afficher pour être contacté. Donc, si on prend la création de contenu et qu'on la couple à la recherche d'informations, ce sont des outils qui sont super puissants, puisqu'on peut proposer du contenu qui est novateur, même si, bien évidemment, il y a des limites, et on reviendra dessus en troisième partie. Le troisième usage qui a été vraiment abordé par pas mal de personnes, c'est pour les programmeurs, pour tous les gens qui codent un peu. Donc, ces outils peuvent venir en support et donner des ébauches de scripts, détecter les bugs, identifier où est-ce qu'il y a un problème dans le code. Ça, c'est assez commun. Et enfin, en dernier, ça va être l'automatisation. Donc, un des services qui en bénéficie le plus, c'est le service client, qui peut être automatisé dans pas mal d'entreprises. Nous, chez Uberal, par exemple, on a mis en place les réponses suggérées, qui permettent de répondre aux avis sans texte. Donc, comme vous pouvez le contacter, on répond aux demandes simples, parce que c'est un avis sans texte. Mais bien évidemment, on peut entraîner l'IA pour répondre à des demandes qui sont de plus en plus complexes. Donc, ça va faciliter les tâches de gestion et d'assistance dans les entreprises. Donc ça, ce sont les 4 cas d'usage communs, mais chaque outil a bien évidemment ses spécificités. On sait par exemple que Perplexity est utilisé davantage pour la recherche dans le cadre universitaire, alors que ChatGPT se veut plus polyvalent. Là, je vais laisser la main à notre expert IA, Ghislain, pour nous parler des améliorations depuis le lancement de ces outils. Oui, merci Célia. Donc effectivement, l'IA générative, elle a vraiment évolué, notamment depuis 2024. Elle a fait un bond qui est assez impressionnant et c'est pas un hasard parce qu'en fait, il y a des améliorations techniques en continu avec beaucoup d'investissements et ça transforme vraiment nos usages. Comme ça a été dit par Célia, à la base, c'était plutôt pour de la création de contenu et puis ça a eu une tendance à évoluer, notamment avec la recherche en temps réel qui est arrivée à l'intérieur des IA génératives. Donc on peut accéder à des données qui sont constamment mises à jour et c'est devenu un vrai atout, notamment dans des secteurs clés comme le journalisme ou la recherche scientifique. Et puis on a aussi les formats visuels avancés qui sont arrivés, notamment avec l'image comme ça a été dit précédemment, mais aussi comme la vidéo. On a notamment InVideo V3 qui est une IA qui permet la création de vidéos avec des fonctionnalités comme des voix clonées et des rendus qui sont vraiment prêts à l'emploi et assez réalistes. Et puis le dernier point intéressant dans les avancées depuis 2024, ça va être un souci de transparence qui est assez accru, donc avec maintenant l'intégration des sources pour qu'on puisse vérifier l'information. Et c'est notamment utile dans des dans des domaines sensibles comme le juridique ou le médical, puisque ça va renforcer la confiance qu'on va avoir en ces outils-là. Et puis un point intéressant, on peut noter aussi une adoption massive dans l'éducation. Donc l'éducation, c'est l'un des secteurs où l'IA générative, elle fait vraiment des merveilles. On peut citer, moi je viens de Besançon et en exemple à Besançon, on a les écoles de commerce STM Pigier qui utilisent donc ces outils pour personnaliser des programmes éducatifs. Et puis ça permet aux étudiants de bénéficier donc d'un apprentissage qui est sur mesure avec un suivi pédagogique qui est renforcé. Donc c'est une belle illustration finalement de comment l'IA elle peut accompagner les nouvelles générations dans l'acquisition de compétences clés et c'est amené à continuer à être développé. Pour ce qui est des usages professionnels, on a aussi une belle avancée qui est la création et la gestion de projets à l'intérieur des IA génératives. Là, je pense à ChatGPT parce que j'en ai fait l'utilisation. L'IA générative, elle redéfinit la manière dont les professionnels ils vont gérer leurs projets.
et notamment avec la gestion de portefeuille de conversation qui va permettre de centraliser différents échanges sur des thématiques spécifiques. Et puis, ça simplifie la gestion et l'accès aux informations qui sont importantes. Ça permet donc, comme on l'a dit, de gérer des projets qui sont complexes avec notamment des checklists, la création de graphiques, de tableaux, et puis la possibilité de pouvoir créer des articles avec l'écriture dans les canevas de ChatGPT. Et en dernier lieu, on aura évidemment l'automatisation des tâches avec des solutions comme le Custom GPT. Vous avez un exemple de comment ça se présente sur la slide. Vous pouvez soit les créer, soit en chercher des déjà créés. Et ces Custom GPT, c'est vraiment fait pour automatiser des tâches très précises, qu'elles soient administratives ou répétitives. Et ça permet vraiment de gagner du temps et c'est assez précieux dans la productivité. L'IA générative, en exemple très concret, c'est utilisé dans plein de domaines différents et j'ai trouvé un cas qui est assez intéressant, c'est dans le domaine du BTP parce que j'y aurais pas pensé comme ça de prime abord. Mais par exemple, un diagnostiqueur immobilier qui est spécialisé dans la gestion de l'amiante et du plomb, donc des matières dangereuses, il fait face à des défis qui sont complexes. Il doit non seulement garantir une conformité de ses rapports à des normes environnementales, mais aussi fournir des devis qui sont précis, détaillés, des projets, notamment dans le traitement donc, du désamiantage et du traitement du plomb. L'IA générative, elle apporte une vraie valeur ajoutée pour ces professionnels. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de faire la recherche de normes, l'indication rapide des réglementations spécifiques. Elle va permettre de se conformer à des rapports avec une vérification qui peut être automatisée et de s'aligner avec les exigences légales. Ça va permettre de les aider dans la rédaction de devis, l'optimisation donc des matériaux avec différentes recommandations. Et tout ça, finalement, c'est un gain de temps puisque ce sont des professionnels qui sont plutôt terrain avec une partie administrative. Et c'est sur ce point-là qu'ils vont avoir un gain en productivité avec l'automatisation des tâches administratives. Et puis enfin, on peut parler d'autres usages de ChatGPT ou d'autres IA génératives qui sont plus personnels et au-delà de la productivité, ça peut devenir des trends un peu plus légères. Euh, Notamment, on peut voir sur le réseau LinkedIn, si vous en faites partie, des trends un peu virales. On vient demander à ChatGPT avec un prompt ce qui sait de nous que nous-mêmes on ne sait pas encore, ou alors encore comme sur cet exemple, la création d'une illustration de ce qu'il sait de ma vie. Moi, mon exemple personnel, il est sur la droite et c'est assez marrant parce qu'il sait très bien à travers nos discussions que je travaille dans le marketing, que j'ai un chat, que j'aime la déco d'intérieur avec des plantes et plutôt industrielles. Et chose que j'avais notée qui était un peu amusante et un peu angoissante aussi, c'est qu'il note vraiment des petits détails comme vous voyez l'appareil photo, j'aime la photo, le carnet à dessin, je fais du dessin. Voilà, c'est assez fou. Super, merci beaucoup Ghislain et Célia pour cette première partie. Ça donne quelques idées pour sortir des usages qu'on peut appeler un petit peu classiques. Je vous avoue que pour ma part, moi je me contente souvent d'utiliser ChatGPT pour rédiger un post pour les réseaux sociaux ou trouver un titre d'article de blog un peu catchy. Et je vois qu'en fait, il y a quand même pas mal d'usages qui sont un peu plus poussés, donc certainement plus intéressants que l'usage que j'en fais moi-même. Et personnellement, moi, j'étais passée à côté de cette tendance de ce que tu sais de moi. Alors, je vais le répéter à plusieurs reprises au cours de ce webinaire. Comme toujours avec l'intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est à la fois très, très impressionnant et aussi, on va pas se mentir, un petit peu inquiétant, tellement c'est proche de la réalité. Donc, ouais, c'est un peu inquiétant de mon point de vue. On va maintenant passer à une deuxième partie. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va se concentrer sur les usages qui varient d'une génération à l'autre. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de variations en fonction de l'âge, évidemment, mais aussi en fonction du milieu professionnel. Et ce qu'on a vu aussi, que je trouvais assez rigolo, c'est qu'il y a encore beaucoup d'employés français qui cachent à leur employeur leur utilisation de l'intelligence artificielle générative dans leur travail. Donc, pour commencer cette partie, je vais laisser la parole à Ghislain. C'est à toi, Ghislain, je t'en prie. Ouais, merci. Donc effectivement, il y a une adoption et des motivations qui sont en disparité dans l'usage de l'IA générative. Et il y a une étude qui a été faite qui est assez intéressante par Tamento, donc qui date de novembre 2023 à janvier 2024. Elle a été effectuée sur plus de 100 000 travailleurs dans différents domaines d'activité. Et ça révèle des tendances qui sont assez claires.
Donc le taux d'adoption global, il est de 50%, mais avec des fortes disparités, comme on le voit sur les graphiques. Les moins de 35 ans l'adoptent à plus de 65, enfin à 65%, contre 35% seulement pour les plus de 50 ans. Et les différents domaines qui l'adoptent le plus, on va retrouver en tête sans grande surprise la tech et l'IT, information, le marketing, la communication, suivi du juridique, des finances, et puis d'autres domaines comme les ventes, RH, l'éducation et santé. Pourquoi est-ce que GPT ou d'autres IA génératives séduisent autant? Bah, comme on l'a dit, hein, forcément, c'est pour l'automatisation de tâches répétitives, l'amélioration de la productivité et de l'efficacité, et puis forcément un accès rapide à l'information et la génération de contenu. Si on s'intéresse principalement à ce qui se passe en France, l'adoption, elle varie vraiment selon les profils. On sait que 71% des Français ont entendu parler de l'IA, ce qui est plutôt rassurant quand même, et que 74% d'entre eux y voient une révolution industrielle. C'est dire à quel point c'est un événement qui va marquer quand même notre siècle. Mais attention, donc tout le monde l'utilise pas de la même manière. Comme Gabriel l'avait mentionné, on a 74% des salariés qui cachent leur usage à la hiérarchie. Et ça, c'est un vrai problème parce que une mauvaise utilisation de l'IA peut être dangereuse. Et il y a un vrai besoin d'accompagnement de la part des employeurs auprès de leurs salariés en formation. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on va partager aux IA génératives, puisque si on ne fait pas attention aux paramètres, elles peuvent utiliser ce qu'on leur partage dans l'entraînement de leur modèle. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent ressortir les données que vous allez partager telles quelles, mais en tout cas, elles sont perdues dans les datas. Donc ça, il faut faire attention. Et quand on parle d'IA générative, donc il y en a plusieurs. ChatGPT, on sait qu'il arrive en tête à 62%, loin devant Bing OpenAI à 16% et Midjourney, donc création d'images, à 12%. Quand on parle de besoin de formation de la part des employeurs, c'est aussi quelque chose qui s'est révélé dans cette étude-là, puisque 72% des Français estiment ne pas avoir des compétences nécessaires à une bonne utilisation et 51% pensent que les enseignants devraient aborder ce sujet dans les classes. Donc les principaux des IA génératives, c'est notamment dans l'apprentissage et la recherche, on l'a vu à 34%. L'alternative en moteur de recherche, qui est un peu le sujet qui nous concerne, la traduction de texte, le boost de la productivité, la génération de contenu, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion là-dessus? C'est que l'IA générative, elle suscite un vrai engouement, hein, dans tous les domaines d'activité, on le voit, mais il reste vraiment des freins. Le manque de compétences, les disparités générationnelles, la confidentialité qui est un vrai enjeu. Donc maintenant, il s'agit de faire vraiment de l'accompagnement avec ces outils-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ghislain, et pour rebondir sur ce que tu disais et toujours dans l'actualité, c'est vrai qu'il y a de grosses, disparités générationnelles. On pense notamment au gros buzz là entre, Anne et Brad Pitt. Donc même si la situation elle est cocasse, au premier abord, il s'agit vraiment de se mettre, à la place d'une personne qui ne peut même pas concevoir ou imaginer, qu'il est possible de créer des images, aussi réelles avec des personnes qui existent. Donc c'est assez banal pour nous, parce que nous, en effet, on est dans la partie, marketing, technologie, donc on a des usages, assez, avancés, de l'IA. Mais pour des personnes qui n'ont pas accès à ces technologies-là, pour les générations, plus anciennes, je pense même à mes grands-parents, par exemple, ça peut être très disruptif. Donc c'est vrai que le sujet de notre webinar, c'est moteur de recherche, tradi versus moteur de recherche avec IA. D'ailleurs, j'imagine que Gabriel t'a fait appel à l'IA pour un titre très, très catchy. Mais je crois qu'on oublie des acteurs très importants, que sont les réseaux sociaux. Donc on le sait, il y a énormément de réseaux sociaux qui existent et chaque, génération va avoir, ses ou son réseau social, préféré. Donc là, vous voyez à l'écran, les préférences de chaque génération. On sait que les plus jeunes, ils se dirigent plutôt vers TikTok et Snapchat, alors que les boomers, s'intéressent plutôt à Facebook, et YouTube. Donc on sait d'ailleurs que TikTok est devenu un moteur de recherche, pour les plus jeunes,
Et c'est aussi pour ça qu'il est devenu prédominant dans la Gen Z. D'ailleurs, grâce à ça, c'est pas mal parce que ça chamboule un peu le monde du search et la prédominance de Google. Grâce à l'arrivée de TikTok, Google a dû s'adapter forcément pour répondre aux besoins des consommateurs. Et on voit par exemple qu'ils ont introduit YouTube Shorts en 2022 pour répondre un peu à TikTok avec des formats de vidéos courts à la verticale. Il est aussi possible d'uploader des vidéos maintenant sur les fiches Google Business Profile. Tous ces changements qui ont été faits par Google répondent à une demande, bien évidemment. Et c'est aussi intéressant de voir que ça marche dans l'autre sens, puisque TikTok va aussi s'inspirer de Google, notamment avec TikTok Shop, qui fait écho à Google Shopping, ou TikTok Ads en réponse à Google Ads. Donc en tout cas, ce qu'on sait des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont générateurs de tendances et que les tendances naissent sur ces réseaux, en particulier sur TikTok, avant d'exploser en termes de recherche sur Google. Donc là, sur l'écran, vous voyez à droite Muffin Man, qui est un nageur norvégien qui a participé au JO de Paris l'été dernier. Et en fait, il vantait les mérites des muffins industriels, d'ailleurs, du village olympique. Donc, il a fait plusieurs vidéos qui sont devenues un peu trendy et virales. Plusieurs autres athlètes, du coup, ont relayé un peu la mode du muffin. Et du coup, il y a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas à Paris, donc qui n'étaient même pas au JO, qui ont posté cette recette. Et ensuite, si vous allez sur Google Trends, vous voyez que le nombre de recherches de recettes de muffins a pas explosé, mais a bien augmenté dans les semaines qui ont suivi. Le pouvoir de la gastronomie française, comme toujours. Merci à tous les deux pour ces données qui sont hyper intéressantes. Je vois que vous êtes quelques-uns à vous demander si vous pouvez avoir accès aux sources. Alors, normalement, à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un PDF de la présentation et je vous ai bien mis toutes les études, les articles qui sont cités par Célia Ghislain, donc vous devriez avoir accès à tout ce qu'il faut. Je vous invite vivement à aller jeter un œil d'ailleurs parce qu'on n'a pas eu le temps de citer tous les chiffres et qu'il y a quand même beaucoup de données intéressantes parmi ce qu'on s'est raconté aujourd'hui. Et merci Célia pour le rappel de l'importance des réseaux sociaux. C'est vrai que je me considère comme pas si vieux et pourtant on n'a pas tendance à voir les réseaux sociaux comme des vrais moteurs de recherche. Mais c'est différent pour les jeunes générations, donc la génération Z et Alpha, et ne parlons même pas de la génération qui va naître là dans les années à venir, la génération bêta, qui j'imagine va être baignée dans l'intelligence artificielle, et ça va être encore d'autres codes qui vont se développer. Donc finalement, il y a 3 outils pour faire des recherches aujourd'hui, des moteurs de recherche traditionnels, Google par exemple, les IA génératives, ChatGPT, mais aussi du coup les réseaux sociaux avec TikTok en tête. On va maintenant passer à la 3e partie de ce webinaire, qui est une partie qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'on a tendance à beaucoup faire l'éloge des outils d'IA sans vraiment pointer du doigt les faiblesses et les défauts de ces outils qui sont quand même assez nombreux. Ghislain va notamment parler du phénomène des hallucinations des IA, qui je trouve est assez intéressant. Pour commencer cette partie, je vais laisser la parole à Célia. Merci Gabrielle. Donc avant de parler des hallucinations, on va parler de choses un peu plus connues d'ailleurs. Donc on l'a dit en première partie, mais chaque moteur de recherche a ses spécificités, que je parle d'IA ou de moteurs de recherche traditionnels. Et en fait, par rapport à toutes les personnes et tous les retours qui ont testé les différents types de moteurs de recherche, on se rend compte que pour une recherche transactionnelle, on va quand même privilégier les moteurs de recherche traditionnels, et notamment Google, puisqu'ils bénéficient de la base de données Google Shopping. Donc en effet, chaque moteur de recherche se base sur un réseau d'éditeurs, donc souvent de la presse, etc. Mais Google a l'avantage d'avoir des bases de données propriétaires en plus, et où vous, en tant qu'annonceur, vous allez renseigner les produits que vous mettez en vente. Et puisque vous donnez cette information à Google, forcément, les résultats vont être plus pertinents que sur un autre moteur de recherche. Le deuxième type de recherche pour lequel il est plus pertinent d'utiliser pour le moment un moteur de recherche traditionnel, c'est la recherche locale, parce qu'on sait, d'après les différents tests qui ont été faits, que Google reste la référence en termes de recherche locale, puisqu'il bénéficie de la base de données Google Business Profile, qui, on rappelle, est un outil gratuit et mis à disposition des annonceurs. Donc, tous les annonceurs, toutes les personnes qui ont une boutique ont un intérêt
à renseigner leur boutique sur Google Business Profile, ce qui fait la force du moteur de recherche. En deuxième limite à l'IA, et c'est un point que Gabriel affectionne particulièrement, c'est la question, bien évidemment, environnementale. Donc, il y a plus de 50% des utilisateurs de ces technologies qui savent que c'est un défi. Et en effet, la consommation en électricité et en eau est très élevée, puisque une conversation sur ChatGPT consomme un demi-litre d'eau. Donc, on se dit que ce n'est pas énorme, mais vu le nombre d'utilisateurs et le nombre de requêtes qu'on peut faire par jour, ça représente une grosse partie. Et on estime que d'ici 2027, la consommation en eau pour l'IA, notamment les data centers, va être équivalente à la moitié de la consommation en eau du UK ou à 4 ou 6 fois la consommation d'un pays comme le Danemark. Donc, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour rester dans l'actualité, c'est la tribune de l'ancien sénateur de Californie, Dean Flores, qui a été pas mal reprise depuis le début des incendies en Californie. Et en effet, début décembre, il disait que le gros challenge de la Californie, c'était la gestion de l'eau. Donc, si on sait que l'agriculture pompait déjà 80% des ressources, les data centers représentent une part importante qui ne cesse d'augmenter en vue de nos usages qui changent en tant que consommateurs. Donc, ces data centers ont été vraiment très critiqués dans la presse américaine et ça s'est vu aussi dans la presse française. Donc là, en source, vous verrez un article qui a comme titre « Pendant que Los Angeles brûle, l'IA attise les flammes ». Donc, on sait que c'est important et ce qui est aussi encourageant, c'est de se dire qu'au Royaume-Uni, il y a 45% des utilisateurs de ces IA qui souhaiteraient voir une régulation, ou en tout cas l'apparition de lois pour contrôler l'impact de ces technologies sur la planète. Donc voilà pour les 2 premières limites, et je laisse la main à Ghislain pour la partie hallucination. Oui, merci Célia. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir l'impact quand même du numérique sur l'écologie parce que c'est quelque chose dont on se rend un peu moins compte. Moi, je vais vous parler des hallucinations de l'IA. Alors, c'est un défi majeur. Qu'est-ce que c'est l'hallucination de l'IA? C'est pas le fait de voir tout en couleur et déformé. C'est le fait d'avoir des réponses qui sont générées par l'IA et qui paraissent crédibles, alors qu'en fait, elles sont fake. Donc, l'IA générative, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est un outil qui est plutôt puissant, mais il n'est pas du tout infaillible. Et donc, l'un des problèmes majeurs, ça reste ces hallucinations, c'est-à-dire des réponses, comme on l'a dit, incorrectes, fictives, mais qui semblent vraiment crédibles. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'en fait, ce sont des modèles qui ne comprennent pas vraiment le monde, mais ils prédisent simplement des mots en fonction de patterns statistiques pour répondre le plus justement possible à la requête que vous leur faites. Un exemple qui est frappant et qu'on voit ici, c'est quand ChatGPT 4 a affirmé que Novak Djokovic se remettait d'une opération au genou, alors qu'en fait, il n'a jamais été opéré. Donc, c'est un faux fait qui est relayé et pourtant, il est présenté avec confiance par l'IA. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On sait que 20% de taux d'erreur il y a 20% de taux d'erreur sur des questions complexes. Alors, c'est un chiffre qui varie un petit peu selon les études. D'après ce que j'ai vu, selon les IA génératives et selon les requêtes qui sont faites, le taux d'erreur il se situerait entre 17 et 30%. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est parce que ça pose un souci de fiabilité. Les erreurs potentielles dans des secteurs critiques comme la médecine ou la finance, ça peut être dangereux. Et pour les entreprises plus lambda, on va dire, il y a un risque d'image auprès des clients. Pourquoi? Parce que si on utilise mal l'IA et qu'on commence à relayer des faits qui sont faux, forcément, ça va entacher l'image des communicants. Donc, ça peut faire pâtir une réputation finalement. Comment est-ce qu'on va limiter ces risques? Il y a 3 solutions qui sont la clé. Alors, la première est évidemment et heureusement, c'est la vérification humaine. Toujours croiser les données fiables comme PubMed pour la médecine ou Google Scholar et donc toujours vérifier ses sources. C'est aussi la transparence des modèles puisque maintenant les IA comme Perplexity affichent ses sources en temps réel et les IA telles que ChatGPT ou d'autres sont à même de le faire soit toutes seules, soit en leur demandant
En fait, il s'agit tout juste de modifier son prompt en lui disant: «Ajoute des sources vérifiables et mentionne les incertitudes si elles existent». Donc là, il y a un apprentissage de prompt à faire. Donc c'est là que l'art du monde, finalement, ça nous donne une belle leçon, c'est que toute interprétation dépend du contexte et des sources, utilisées et appliquer ces principes aux IA, ça nous permet d'être plus critiques dans nos usages, au quotidien. Et enfin, on peut parler aussi d'une dernière, limite et qui est, pareil, un petit peu inquiétante, c'est le recyclage, de l'information dans l'IA générative. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Donc l'IA générative, elle crée pas, hein, elle ne fait que recycler, elle s'appuie sur des contenus qui sont humains, qui sont existants et si la production originale, elle ralentit ou décline, eh ben, on va risquer, une stagnation tout simplement. Un chiffre qui fait, un peu peur et je pense que ça mettra tous les créateurs de contenu d'accord, c'est qu'on projette que d'ici 2026, 90 du contenu en ligne pourrait être généré exclusivement par les IA. Donc ça vient de State of Digital Publishing. Donc quel résultat on aurait avec ça? C'est moins d'innovation, plus de répétition. Comment on évite ça? Eh ben, c'est encore et toujours, encourager la création humaine. Les internets, le web, il a besoin d'être vivant avec des contenus qui sont authentiques. Miser sur l'IA, oui, mais pas comme un remplaçant, plutôt comme un outil. Il faut créer une synergie IA-humain, et c'est vraiment la clé. Et puis, il faut favoriser la transparence avec, l'identification de contenus générés pour préserver la diversité. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que de plus en plus maintenant, on va voir, la mention: «Ce contenu a été généré pour une IA». Ça vient notamment déjà avec les images dans Instagram, mais à terme, ça pourrait être, demandé pour, tout ce qui est texte. Donc l'IA, c'est puissant, mais sans la créativité humaine, en fait, elle va faire que tourner en rond. Donc à nous de garder la main dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ghislain, et en plus, de la créativité humaine, je pense qu'on doit aussi regarder qui contrôle cette IA et c'est vraiment dans l'actualité, puisqu'on sait qu'il y a DeepSeek qui bouscule un peu, les géants américains. Donc, j'ai fait quelques tests sur DeepSeek, avec des questions, je pense qui sont politiquement incorrectes pour la Chine, type, «Quel est le système politique, en Chine? Que peux-tu me dire sur l'exploitation des Ouïghours en Chine?» Et DeepSeek a commencé à taper une réponse. Ensuite, elle a été supprimée et DeepSeek m'a répondu, comme vous pouvez le voir là sur le screenshot, Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else. Donc, cela montre bien les dangers et les limites que l'IA peut avoir. Ok, merci encore une fois à tous les deux. Je me répète à nouveau, c'est passionnant, toutes ces évolutions technologiques qui vont à une vitesse folle et tout aussi inquiétant, effectivement, la question de savoir qui est-ce qui se cache derrière les IA, et du coup qui va avoir une importance sur les réponses qui sont proposées et d'autant plus inquiétante de mon point de vue. Donc, je suis quand même rassurée de voir qu'il y a une majorité d'utilisateurs qui font pas pleinement confiance aux réponses qui sont proposées par l'IA générative et aussi que pour l'instant, la machine a toujours besoin de la créativité et du contrôle surtout de l'homme pour pouvoir continuer de se développer et de gagner en précision. On va maintenant passer à la dernière partie de ce webinaire où on va vous présenter 5 conseils pour optimiser son référencement sur ces outils d'IA générative qui sont amenés, comme on l'a vu, à être de plus en plus utilisés. Donc, on ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus. On peut plus se contenter d'être uniquement référencé sur Google. Ghislain, je vais te laisser la parole pour le premier conseil. Oui, alors le premier tip, c'est de focus sur le contenu utile. Donc le SEO, ça évolue et en fait, il faut pas se fixer un seul objectif quand on fait de la rédaction. Il faut faire un contenu utile pour Google, pour les IA génératives, pour les réseaux sociaux, etc. Mais Google, il reste clair, c'est que la priorité, c'est le contenu utile. Plus question d'écrire pour plaire aux algorithmes, mais il faut vraiment répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, les bonnes pratiques, ça va être de créer de la valeur ajoutée en créant du contenu qui soit détaillé et pertinent, forcément, mais en pensant à intégrer aussi de la FAQ pour répondre aux questions, des guides pratiques également. Donc, tout ça, ça offre une vraie valeur ajoutée à votre création de contenu. Donc, par exemple, un site de e-commerce qui propose des guides d'achat localisés pour ses produits, question référencement, c'est top. Et puis, on va parler aussi, donc en deuxième tips, d'intégrer le GEO avec le SEO.
D'ailleurs, n'hésitez pas à scanner le QR code pour voir le dernier webinaire qui avait été animé par Célia sur le sujet, c'est hyper intéressant. Donc 46% des recherches Google, elles sont locales. Donc c'est essentiel de tenir à jour son business profile, notamment les horaires, les avis, etc. Et pour ça, on peut dire merci à Uberall puisque c'est une plateforme qui est également spécialisée dans le domaine. Donc l'outil permet de centraliser la gestion de vos informations locales. Donc comme on l'a dit, horaire, adresse, mais aussi les services, les photos, les réponses aux avis. Donc tout ça avec un suivi du taux de complétude. Euh, Pourquoi c'est important? Parce qu'un profil à 100% complet, ben, c'est forcément un meilleur positionnement dans les résultats locaux. C'est plus de clics vers les sites, plus d'appels, plus d'itinéraires. C'est moins de frustration côté client, donc plus de visites potentiellement en magasin ou d'achat à la clé. Et puis aussi l'un des grands atouts que peut avoir la plateforme, donc c'est le tableau de bord Analytics qui permet de suivre les performances locales et puis d'analyser l'impact et les tendances des avis clients. Donc en tips, misez vraiment sur les mots-clés locaux et les expressions clés locales, et puis aussi créer des pages spécifiques pour chaque zone de chalandise que vous pouvez avoir. Donc l'objectif principal, c'est vraiment d'être visible là où sont vos clients et là où ils vous cherchent. Et en troisième tips, on peut citer Bing. Pourquoi Bing? Ben, il faut pas le négliger, il faut pas le sous-estimer parce qu'en fait, même si c'est que 6% de part du marché mondial, eh ben, c'est une intégration qui est vraiment stratégiquement puissante. Pourquoi? Parce que Bing, c'est un acteur clé dans l'IA générative. Il alimente en fait ChatGPT, Copilot, OpenAI avec un gros avantage, c'est des données actualisées en temps réel. Comment est-ce qu'on peut en tirer parti? Ça va être avec donc son optimisation via des outils comme Web Commerce Tools pour les requêtes transactionnelles. Euh, voilà, en bref, ben, l'IA et le SEO, c'est pas vraiment dissociable et il faut s'adapter maintenant. Et je vais laisser donc la parole à Célia pour nous faire part des deux derniers tips. Merci Ghislain. Et toujours pour continuer sur la partie, pour avoir un bon GEO, il faut avoir une bonne stratégie SEO. Notre quatrième conseil, c'est de se concentrer sur son store locator et ses pages locales. Pourquoi? Parce que votre site internet, il est crawlé par tous les moteurs de recherche, qu'ils soient traditionnels ou avec IA. Et donc, il est important de vous assurer que les informations soient correctes. Donc, on parle souvent du NAP, Name, Address, Phone, mais il faut aussi prendre en compte les horaires d'ouverture. Vous pouvez d'ailleurs enrichir ces pages en mettant en avant vos produits phares ou vos services qui peuvent être spécifiques à un magasin donné. Donc, chez Uberall, nous, on propose des audits et on a aussi plusieurs solutions de store locator où vous pouvez venir vraiment personnaliser chaque page et mettre en avant les services, les produits ou les événements que vous souhaitez. Donc, ils sont optimisés pour faciliter la lecture des infos par les moteurs de recherche. Enfin, en dernier conseil, concentrez-vous sur les réseaux sociaux et faites de la veille, notamment sur TikTok et des sites comme Reddit ou Quora. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des forums où les sujets deviennent trendy avant d'exploser sur Google. Donc, pour ceux qui ont un compte Reddit, moi, pendant le confinement, par exemple, je regardais, je voyais que les cartes Pokémon étaient revenues sur le devant de la scène, avec notamment les cartes de la première génération pour ceux qui sont aficionados de Pokémon, donc Dracofeu, Salamèche, etc., Pikachu. Et sur Reddit, en fait, les membres du forum estimaient déjà que ces paquets allaient valoir plusieurs milliers de dollars. Donc ça, c'était des conversations qui avaient lieu pendant le confinement. Et il se trouve qu'il y a un influenceur qui s'appelle Logan Paul, qui a fait une vidéo sur YouTube qui est devenue virale, où il avait réussi à revendre un Dracofeu, une carte Dracofeu pour une centaine de milliers de dollars, ce qui est énorme. Et suite donc au trend qui est né sur Reddit, à l'influenceur qui a fait sa vidéo, les recherches de cartes Pokémon ont explosé sur Google. Donc, fini pour la parenthèse Pokémon. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de suivre ces tendances pour créer des pages de contenu novatrices et uniques. En effet, vous, en tant qu'annonceur, quand vous créez des pages sur votre site, vous allez vous dire, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va me faire remonter dans les recherches pour améliorer mes ventes ou pour augmenter mon trafic en magasin? Et en fait, il est important de regarder, en plus de la qualité du contenu, si la recherche
a déjà plusieurs réponses existantes. Donc, par exemple, à la requête « Est-ce que la tomate est un fruit ?», il y a 17 millions de résultats. Donc, en tant qu'annonceur, on peut se demander, est-ce que c'est pertinent de passer du temps à créer une page sur ce contenu qui va être vraiment différenciant des autres? Bon, honnêtement, je ne sais pas, parce que la page peut être noyée dans la masse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt se concentrer sur une requête qui va générer moins de résultats et sur laquelle on va parier. Et là, vous aurez plus de chances d'apparaître quand le nombre de recherches va exploser. Voilà, ça, c'est notre 5e conseil. Créer du contenu unique et grâce à la veille que vous allez faire sur les réseaux sociaux et les autres forums. Super, merci encore à tous les deux pour ce contenu qui était vraiment fascinant. Merci à vous tous aussi qui êtes connectés et qui êtes toujours très nombreux. Je vois que vous êtes de plus en plus présents à chacun de nos webinaires, donc ça fait plaisir, ça nous encourage à continuer. Donc ce webinaire va toucher à sa fin. Je vais aller assez rapidement sur la conclusion pour nous laisser le temps de traiter quelques questions que vous nous avez posées dans le chat. Donc, ce qu'on voit finalement, et je crois que c'est Thibaut qui est tout à fait d'accord avec moi, qui a anticipé ma conclusion, donc je suis ravie, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opposition entre les moteurs de recherche dits traditionnels et les outils d'IA générative. Là, il faut blâmer mon côté marketeur qui a choisi volontairement un titre un petit peu provocateur pour vous inciter à vous inscrire, donc excusez-moi. En fait, il faut vraiment voir les outils d'intelligence artificielle comme un nouveau canal à intégrer à sa stratégie de presence management, au même titre que les applications GPS, par exemple, ou les assistants vocaux, ou les réseaux sociaux que Célia a évoqués assez longuement. Donc, en fait, finalement, il n'y a rien de nouveau sous la Lune. On ne peut pas se permettre, c'est de plus en plus vrai, de faire l'impasse sur un canal, parce qu'en fait, il existe presque autant de parcours clients qu'il existe de clients. Et donc, du coup, en fait, il est essentiel de répondre présent partout pour être sûr de s'assurer de passer à côté de aucun client. Et du coup, maintenant, je vais laisser la place aux questions et aux commentaires. Donc, je voulais déjà citer Lucille qui nous recommande un équivalent Frenchy de ChatGPT que je ne connaissais pas. Personnellement, j'ai entendu parler du gros fail de, je crois que c'est Julia, l'intelligence artificielle française, là, qui a été lancée et fermée presque aussitôt. Lucie, pardon. Donc ça, c'était assez anecdotique et rigolo, mais apparemment, il y aurait chatmistral.ai, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, je vous donne l'info. Il y avait aussi une question sur, toujours de Lucille, une comparaison entre les recherches Google classiques et ChatGPT sur la consommation d'eau. Donc, ce qu'on voit à peu près, c'est qu'en gros, une recherche ChatGPT, elle consomme à peu près 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Donc, là, j'insiste encore, pensez à bien utiliser le bon outil en fonction de vos besoins. Il y a certaines recherches qui ne nécessitent pas du tout de faire appel à ChatGPT, donc privilégiez Google quand c'est possible. Il y avait, il me semble, Myriam qui demandait si cette histoire de 1 demi-litre d'eau de consommation pour une conversation avec ChatGPT, c'était un fake, une fausse information. Alors, à ma connaissance, non. On a quand même bien vérifié les sources et il me semble que c'était plutôt fiable. Mais du coup, je ne sais pas si Myriam a d'autres informations sur la question. On revérifiera. Ensuite, on avait une question de Olivier. Comment peut-on demander à ChatGPT de faire une représentation graphique de ce qu'il sait sur nous, alors qu'il me semblait qu'il ne pouvait pas regrouper les différentes discussions? De mon côté, il n'accepte de le faire que sur la discussion en cours. Donc ça, peut-être que Ghislain, tu peux répondre à cette question? Oui, alors en fait, ça va être notamment, enfin sur ChatGPT, ça va être dans les réglages où il faut ou pas activer selon ce qu'on veut faire. Mais c'est activer la notion de mémoire. Et la mémoire, en fait, va permettre à ChatGPT de garder en mémoire n'importe quelle information qu'il jugera utile ou que vous jugez utile, notamment si vous avez l'utilisation d'un ChatGPT uniquement pour vie personnelle, il peut garder en mémoire des informations qui se trouvent dans diverses chats à l'intérieur. Donc c'est vraiment c'est un petit truc, un petit paramètre à activer dans les réglages. Super, très clair. Merci Ghislain. Ensuite, on a une question de Yann. L'IA générative ne devrait-elle pas être une sorte d'assistance pour accélérer, simplifier nos recherches sur le web, notamment avec la commande vocale? Je ne sais pas si Célia, tu peux répondre à cette question peut-être? Oui, bien sûr. Donc oui, bien sûr que l'IA générative devient une sorte d'assistant pour nous. On l'a vu avec ChatGPT qui a lancé Operator, ou avec Amazon et son guide d'achat Rufus. Donc on sait que c'est vraiment des aides et qu'en fait l'information va nous être poussée proactivement. Donc ça c'est top. Et concernant la commande vocale, je dirais que c'est plus un levier en plus. Donc les
IA génératives sont dispo soit en tapant du texte, soit en faisant des recherches vocales. Donc ça, c'est plus un autre moyen d'atteindre ces IA génératives. Super, merci Célia. On avait aussi une question de Clara. Comment on fait pour créer un prompt? Peut-être que c'est plus du domaine de Ghislain, ce genre de questions. Ouais, alors l'idée dans le prompt, c'est vraiment pas d'aller but en blanc sur une question, c'est de le construire, de prendre le temps. Donc évidemment, on va lui donner, pour réfléchir à l'objectif de ce prompt, donner un rôle à ChatGPT, fournir du contexte, des exemples, pourquoi pas. Si on a en tête une forme de réponse qu'on aime bien, on peut donner un exemple. Euh, et puis, ça va être aussi d'alimenter le prompt ou de pas se réduire à la première réponse qui est faite. Typiquement, parce que je pourrais donner comme exemple, mais si vous travaillez dans le marketing, n'hésitez pas à lui donner, à lui demander de réfléchir. Ah oui, hyper important. Demandez-lui de réfléchir avant de répondre et vous verrez que vos réponses seront différentes parce qu'il prendra vraiment le temps d'analyser. Et aussi, quand vous avez des réponses, plutôt que les utiliser telles quelles, partez sur un principe de notation. Vous lui dites, OK, c'est bien ces réponses, mais note-les, analyse-les, pondère-les et ensuite fais-moi des meilleures réponses entre 9 et 10, par exemple, s'il a noté sur 10. Donc, il faut pas hésiter à travailler un prompt sur plusieurs conversations ou à le travailler en tout cas un peu longuement pour arriver à quelque chose d'abouti. Une fois que c'est abouti, vous pouvez le réutiliser tel quel ou en créer un custom GPT pour plus avoir à le rédiger. Mais prenez le temps de rédiger des bons prompts. Super, hyper intéressant, Justin, merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Manon. Alors, comment être présent sur des recherches locales de notre cible sur ChatGPT ou autre IA pour notre marque? Si on part du principe que vos 5 bonnes pratiques sont déjà respectées, contenu utile, Bing, Store Locator, réseaux sociaux, etc. Exemple, un prompt à ChatGPT, sors-moi les 3 meilleures entreprises pour changer mes fenêtres. Comment faire en sorte qu'une entreprise ressorte dans ce top 3? Je pense que ça, c'est plus du domaine de Célia. Alors, j'ai pas la solution miracle, mais en effet, le must-have, c'est vraiment de partager son information sur Bing, puisqu'ensuite, ça va être envoyé à ChatGPT. On sait que les critères pour qu'une entreprise remonte sur ChatGPT sont un peu différents de Google. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites. C'est pas parce que vous remontez bien sur Google que vous remontez bien sur ChatGPT. Donc là où je vous dis que je vous apporte pas vraiment de solution, c'est que ce moteur de recherche ChatGPT est encore en train de bouger, que sur la partie locale, ils sont pas encore au niveau de Google. Donc, une fois que vous avez fait ces 5 bonnes pratiques, malheureusement, il faut juste attendre et voir si c'est amené à changer, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Ouais, puis je rajouterais là-dessus que c'est un peu comme le référencement sur Google, finalement, tout ça, c'est une question de test and learn, et c'est aussi pas parce qu'on fait tout bien comme il faut, malheureusement, qu'on arrive en tête des résultats de recherche, ça se saurait si c'était aussi automatique que ça. Donc, un peu de persévérance et de patience, et continuer de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, on avait une question de Sandrine. Comment l'IA prend en compte les avis clients? Donc ça aussi, je pense que c'est plus du domaine de Célia. Alors, l'IA prend en compte les avis, oui, en tout cas sur vos fiches Google. On l'a vu avec Google AI Overview ou précédemment SGE. Quand vous faites une recherche sur Google, donc pour les gens qui sont dans un pays qui ont accès à AI Overview, c'est-à-dire pas la France, quand vous faites une recherche, par exemple, cite-moi un restaurant, je sais pas, donne-moi le meilleur restaurant mexicain à Paris, vous allez voir qu'avant votre local pack, il y a une fenêtre AI Overview qui s'ouvre avec un résumé des restaurants qui sont recommandés. Et sur chaque restaurant qui est recommandé, ils vont faire un petit résumé. Et pour faire ce résumé-là, ils vont s'inspirer du site internet du restaurant, mais ils vont aussi aller regarder sur les avis des fiches Google Business Profile. Et donc, on l'avait vu au tout début du lancement de SGE, là, en 2023. Je crois que c'était une personne aux US qui cherchait un restaurant pour la Saint-Valentin. Et justement, en fonction des commentaires, il pouvait dire, bon, bah, ça, c'est plus un restaurant pour les couples. Il y a plus une ambiance tamisée, ou au contraire, c'est plus un restaurant ambiance EVJF. Donc, c'est comme ça que l'IA prend en compte les avis.
Ok, super. Merci beaucoup. Merci encore mille fois à tous les deux. C'était un plaisir de faire ce webinaire à vos côtés. Merci à vous tous, les participants, de vous être joints à nous, d'avoir été si nombreux et d'avoir autant interagi. N'hésitez pas à nous écrire. Il me semble que vous avez la possibilité de nous donner une petite note sur la qualité de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde pour les prochains webinaires. Je vais vous dire à très bientôt. Je vous remercie encore et vous souhaiter une très belle après-midi. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.